Bonjour François Sureau. Bonjour. Je rappelle pour ceux qui ne vous connaissent pas que vous êtes avocat, vous êtes aussi écrivain, vous êtes né en 1957, vous êtes entre autres cofondateur et co-directeur de la Revue d'économie française et vous avez publié, si je ne fais pas d'erreur, une dizaine de livres depuis 20 ans. Je suis ici à Paris, donc dans votre cabinet d'avocat, enfin avec vos collaborateurs, pour parler d'Inigo aux éditions Gallimard, un récit sur Saint Ignace de Loyola. François Sureau, vous avez dit, on vous a vu et vous l'avez écrit d'ailleurs sur le bandeau du livre, donc d'Inigo. J'ai longtemps détesté Saint Ignace de Loyola. Et effectivement, si on se tient à cet homme d'avant la conversion, voilà comme quelqu'un qui est violent, coureur de jupons. C'est une image qu'on n'a pas de Saint Ignace de Loyola finalement. C'est pas tellement à cause de ça que je le détestais, parce qu'au fond, moi j'aime bien les militaires, alors que quelqu'un soit militaire, c'était pas absolument détestable, et puis qu'il ait bien aimé les femmes, c'était pas choquant non plus. Quand je dis qu'il m'a rebuté, c'est plutôt le saint lui-même qui m'a rebuté, et en particulier parce que je suis tombé au début sur ses livres sans préparation. Quand on lit les constitutions, quand on lit des exercices spirituels, quand on lit même sa correspondance, on est quand même très très frappé par une pensée violente, médiévale, qui vous met en face des perspectives de la damnation, enfin quelque chose d'assez rude pour les esprits contemporains, qui sont quand même des esprits un tout petit peu plus souples, plus mous, plus amoureux de leur confort, ce qu'Ignace de Loyola n'était pas du tout. Et je ne sais pourquoi, d'ailleurs, je me suis mis à rechercher qui il était vraiment et quel était l'homme qui avait écrit ces livres qui au début ne me plaisaient pas, et c'est ce qui m'a amené à l'accompagner en essayant de reconstituer sa conversion, en essayant de me placer à l'intérieur de sa tête et de son corps, si je puis dire, pour essayer de revivre avec lui sa conversion. Et quand je l'ai fait, alors j'ai relu ses livres et je me suis aperçu que je m'étais trompé sur ce qu'il était et sur ce qu'il voulait que nous devenions. Justement, François Sureau, dans ce livre, donc Inigo chez Gallimard, qui est très bien écrit, sensible, profond, bien construit, détaillé, comment avez-vous fait pour vous instruire sur la vie de Saint Ignace de Loyola? Est-ce que vous avez un apport original ou est-ce que vous êtes basé sur les biographies préexistantes de Saint Ignace, François Sureau? Il n'y a rien d'original dans le livre. J'espère d'ailleurs, n'étant pas un historien de profession et n'étant pas un historien de la spiritualité ou un historien d'Ignace, j'espère que je n'ai pas fait trop d'erreurs techniques. De bons spécialistes m'ont dit qu'il n'y en avait pas, donc ça m'a plutôt rassuré. Mais il n'y a rien d'original sur le plan historiographique. J'ai lu la plupart des biographies écrites sur Ignace dans des langues que je pouvais comprendre, c'est français, anglais, allemand, italien, et c'est de ça que je suis parti. Mais ce que j'ai fait porte sur la vie d'Ignace de Loyola, entre le moment où il se bat à Pampelune, son enfance, puis le moment où il se bat à Pampelune, où il prend un boulet dans la jambe, où sa jambe est fracassée, où il est réduit à l'immobilité, chez lui à Loyola, et où il se convertit, et où il part pour Menrès, pour vivre dans la solitude et la prière. C'est donc 2 ans de sa vie, en réalité, sur lequel je me suis beaucoup investi. Et sur ces 2 ans, il y a très peu de choses écrites. Dans le récit qu'il a dicté à la fin de sa vie à son secrétaire, qui s'appelait Paul Anco, il y a très peu de choses. Dans la correspondance, il y a très peu de choses, et ce sont des souvenirs. Et donc, dans les biographies d'Ignace, il y a très peu de choses sur cette période. Et donc, j'ai fait un travail de romancier. J'ai essayé d'imaginer Ignace comme un romancier imagine la vie intérieure de ses personnages, comme Simenon imagine la vie intérieure de ses personnages, en essayant de reconstituer cette espèce d'étrange mélange de va-et-vient entre la vie intérieure, la vie des sens, la vie du monde qui vous entoure, qui caractérise un personnage de roman. Et je me suis mis dans la tête d'Ignace, comme si Ignace avait été un personnage de roman. François Sureau, même si vous n'êtes pas historien de métier, disons, est-ce que vous pourriez nous retracer à grands traits, même si c'est un peu compliqué, la situation géopolitique de l'Europe de 1521, puisque c'est dans cette date, dans cette période que se situe donc Inigo chez Gallimard, François Sureau? Si vous voulez, il y a deux moments très intéressants, il y a 2 éléments très intéressants à cette date. Qui sont des éléments à la fois politiques, religieux et intellectuels. Je commencerai par les éléments intellectuels. Ignace est quelqu'un qui va recevoir son boulet, qui va être blessé, qui donc va se convertir à une époque où le monde intellectuel change entièrement et où le monde
immobile qui essaye de reproduire sur Terre l'ordre de la cité de Dieu à travers les monastères, à travers les rois chrétiens, à travers l'ordre du Moyen-Âge. Cet ordre est en train de s'effacer sous l'effet des techniques, sous l'effet des grandes découvertes. C'est ce qu'Alexandre Coiré a appelé la substitution du monde infini au monde clos, de l'univers infini au monde clos, et ça, c'est ce qui est en train de se passer quand Ignace arrive à la conscience, quand il devient un homme. C'est un premier élément très important, c'est la fin du Moyen-Âge et le début des temps modernes. Alors il y a un élément plus politique et plus direct, qui est toute cette époque entre la naissance d'Ignace et la bataille de Pampelune. C'est aussi la période de la reconquête de l'Espagne, de la Reconquista, du fait de repousser les musulmans de l'autre côté de la Méditerranée. Donc c'est l'époque de la reconquête des provinces perdues, et en même temps, c'est l'époque de l'investissement de l'Espagne, royaume auquel Ignace appartient, dans le Nouveau Monde avec la découverte des Amériques. Et ça, c'est fondamental. Et en Europe même, très directement, sur le continent européen, c'est la lutte pour l'hégémonie européenne entre l'empereur austro-espagnol, si je puis dire, et le roi de France, qui essaye de conquérir son autonomie et de desserrer l'étreinte que l'Espagne fait peser sur lui, au nord par la Hollande et au sud par l'Espagne proprement dite. Et c'est dans ce dernier cadre que va se passer la bataille de Pampelune, puisque c'est une bataille par laquelle François Ier descend vers l'Espagne en profitant de la révolte des communeros de Castille contre le roi d'Espagne. Inigo donc se confie presque au premier venu, un Navarrais qui comprend pas grand-chose d'ailleurs. Vous dites, quel homme peut en comprendre un autre? Les mots qu'on emploie pour décrire des sentiments ressemblent à des taxes, on les acquitte. Les marchandises circulent, mais personne ne sait ce qu'elles sont. Donc en plus, on l'a dit, le Navarrais ne comprend pas grand-chose du récit d'Inigo. Est-ce qu'il pressent finalement qu'il va se passer quelque chose, Saint Ignace de Loyola, qui n'est pas encore d'ailleurs Ignace, on va l'appeler Inigo. C'est un nom basque au fait, Inigo, ça veut dire? C'était Eunaki et ça a été castillanisé en Inigo, et il a pris le nom d'Ignace quand il est venu à Rome. Ce que vous dites, c'est tout le propos du livre. Quand il se confesse là au Lansquenet, en fait, pourquoi? C'est la veille de la bataille de Pampelune. Il a décidé la garnison à résister contre les Français. C'est d'ailleurs une erreur parce que les Français sont beaucoup plus nombreux et vont écraser la place de Pampelune. Et c'est à cette occasion qu'il va être blessé. Et Inigo, la veille de cette bataille, décide, parce que c'est un chrétien élevé pieusement par une famille pieuse et catholique, il décide de se confesser. Comme il n'y a pas de prêtre, il fait ce qu'on faisait à l'époque, c'est-à-dire qu'il avoue ses péchés à tout un chacun. Il ne peut pas en obtenir l'absolution, bien entendu,